Creuset. Bonjour Anne-Noël. Bienvenue à la Minute Littéraire. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous recevoir. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Volontiers. Alors, je suis une romancière suisse, née à Séoul en Corée. Et je peux dire que je suis plus presque francophone que suisse ou coréenne. Et que j'écris plutôt avec une attention à la langue qu'au sujet. Donc, on peut dire que je suis plus une styliste qu'une conteuse. Alors, votre livre chez Albin Michel s'appelle Le Beau Monde. Est-ce que vous pourriez nous le résumer en une phrase ou deux et puis nous expliquer peut-être la jolie couverture? Alors déjà, je peux dire que le titre Le Beau Monde est ironique. Il s'agit d'une noce ultra chic à laquelle la principale intéressée, à savoir la mariée, ne vient pas, ce qui donne lieu à pas mal de commérages. On pourrait dire que peu à peu, les invités, l'alcool aidant, se montrent de plus en plus mesquins. Pourquoi avez-vous abordé ce sujet? Alors, ce qui m'intéressait, c'est de réunir quantité de personnes dans un milieu clos et de voir ce qui se passait, en fait, leur interaction. Et surtout, j'avais envie que le personnage principal ne soit pas présent. Ça m'embêtait de le définir de façon assez univoque. Et là, c'est un portrait qui est fait par différents invités. Et c'est un portrait qui peut être totalement contradictoire par instant. Exactement. Chaque lecteur va se faire son opinion en fonction de ses affinités avec un personnage ou avec l'autre. En ce moment, que lisez-vous? Est-ce que vous auriez un livre à nous conseiller ou un auteur que vous aimez en particulier? Alors, mon dernier immense coup de foudre, c'était Kundera. Je suis en train d'essayer de lire toute l'œuvre de Kundera, j'ai presque fini. Mais je ne vais pas m'aventurer à essayer de le définir parce que c'est extrêmement difficile. C'est quelqu'un qui travaille avec beaucoup d'ambiguïté, de finesse, parfois de mauvais esprit, de l'humour. C'est très difficile, donc je vais plutôt vous parler de la lecture que je fais maintenant, qui est la lecture de Limonov, par Édouard Limonov. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est donc quelqu'un qui a été poète underground en Russie, ensuite il a été écrivain assez reconnu à Paris, très branché, il a été majordome aux États-Unis, à New York, après il a été militant en fait en Russie, et puis entre deux il a été soldat pro-serbe, donc c'est quelqu'un qui est assez sulfureux, qui écrit extrêmement bien. Et surtout, ce qui est fascinant, c'est le personnage d'un ouvrage d'Emmanuel Carrère, Limonov, qui est un texte absolument somptueux que j'ai relu plusieurs fois, qui a eu le Renaudot et qui le méritait vraiment. Il y a une puissance d'évocation, mais ce qui est intéressant, c'est que l'auteur a réussi à rendre toute la complexité du personnage, qui est à la fois exaspérant et très attachant. C'est quelqu'un de très rock'n'roll, qui a beaucoup de mauvais esprits, qu'on peut, à mon avis, détester, mais qui a un tel talent, un tel appétit de vie que ça nous fait du bien en ce temps où on a envie de trancher, de trouver que les choses sont soit négatives ou positives. Donc on est très manichéen, on a besoin de se rassurer. Et là, c'est un électron libre. Et je trouve ça fascinant d'avoir un personnage qui est lui-même un artiste. Ça me rappelle l'idée qu'on doit toujours garder une subtilité, une tension, des implicites, des choses qui ne sont pas forcément claires, accepter de prendre le risque que le lecteur ne comprenne pas, parce qu'il ne faut pas le prendre par la main, il faut le laisser réfléchir, être libre d'interpréter. Et je pense que ce genre de personnage ou ce genre d'écrit comme celui d'Emmanuel Carrère, ou même les écrits de Limonov qui sont brillants, même s'ils ne sont pas toujours fréquentables, parce qu'il y a vraiment, parfois il est très très brutal, très brutal et très mauvais goût, mais c'est un espace de liberté qui, à mon avis, est fondamental et qui enrichit vraiment la littérature. Pourquoi écrivez-vous? Alors, je crois que j'écris d'abord pour lire mieux, pour être dans le laboratoire de l'écriture, comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'en étant un peu les mains dans le cambouis, je veux dire, ça me permet de lire avec davantage parfois d'admiration, de compréhension des grands auteurs, d'autres auteurs, des grands auteurs, ce qui n'est pas mon cas, mais des grands auteurs. Et puis ensuite, non mais voilà, je veux dire, pas d'autres grands auteurs, mais d'autres auteurs. Et puis aussi, ça me permet de réfléchir sur la langue et aussi d'essayer de comprendre le monde en allant vraiment me plonger vers ses aspérités, tout ce qui est
ce qui est difficile à comprendre, certains phénomènes peuvent être appréhendés par l'art parce que c'est pas un pamphlet, c'est pas quelque chose qui doit dire la vérité, c'est quelque chose, l'art permet de poser des questions sans donner de réponse, ce qui laisse aussi une ouverture et qui est parfois plus amusant, parce qu'on peut dire aussi des conneries qui peuvent être drôles justement sur un sujet très sérieux. Oui. Alors que quand on s'exprime en politique, en philosophie, on a d'autres responsabilités. C'est vrai que l'art en général, la photographie, la sculpture, la peinture, ça nous permet d'essayer un peu de comprendre le monde peut-être et de voir les choses différemment et d'évoluer. D'avoir parfois de l'humour, parfois d'aller trop loin, mais c'est ça qui est amusant aussi. Oui, ça nous permet de ne pas être univoque et je trouve ça vraiment intéressant. Avez-vous un rituel d'écriture? Alors, j'ai pas de rituel d'écriture, j'ai des rituels quotidiens qui sont pas très intéressants, mais en revanche, j'ai une démarche. Quand j'écris, oui, j'ai une méthode qui pour moi fonctionne. Donc, je crois que chaque écrivain a sa méthode. Oui. Certains relisent ce qu'ils ont écrit la veille, d'autres veulent surtout pas faire cela. Moi, je suis plutôt une nouvelliste. J'ai écrit des romans et de courts romans. Enfin, ça, c'est mon seul vrai roman, c'est Le Beau Monde, un roman conséquent comme ça. Sinon, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la fin et d'arriver jusque-là. Donc j'essaie de recréer ce qui a pu mener mes personnages à cette issue qui est rarement rigolote, comme ça. Parfois elles sont drôles, mais souvent un peu caustiques, c'est fin. Et puis alors ensuite, j'ai toutes sortes de méthodes, c'est-à-dire que quand j'ai une idée, j'essaie de la déployer jusqu'au bout au lieu de relire le premier paragraphe ou le premier chapitre. C'est-à-dire que je crois pas vraiment dans l'inspiration, mais j'essaie de voir comme si je tirais un ruban tout ce que j'ai à dire sur le sujet, ce qui m'emmène parfois dans des endroits qui peuvent être des impasses ou des choses très intéressantes. Et ensuite, je relis. Et là, je relis, alors là, comme je vous ai dit, je suis une styliste, donc je relis parfois jusqu'à 100 fois, chaque fois qu'un critère différent. Parfois, je peux regarder la syntaxe, d'autres fois les répétitions, même les répétitions d'émotions dans le texte, ce qui me permet au lieu d'avoir un moment le bon mood pour un paragraphe et puis le lendemain un autre mood, c'est-à-dire que je relis tout le texte selon le même critère et chaque fois un critère différent, ce qui fait que je traite tout le texte avec la même sévérité par rapport à un critère et ce qui me permet d'avoir un tamis assez fin. Ensuite, eh bien, je travaille au dictaphone parce que si quelque chose sonne juste mais me semble un petit peu artificiel, je l'enlève. Et, Avec voilà. la voix. À haute voix, oui, oui, ce qu'on appelait le gueuloir pour Flaubert. Le titre, j'ai toujours un titre temporaire, parce que j'ai besoin de savoir comment va s'appeler l'ouvrage, même quand il est tout petit, et ensuite il change en fonction de son contenu, en fait. Par exemple, On ne dit pas je, qui était une histoire d'un ami qui était toxicomane, qui a été toxicomane pendant 17 ans, et bien ça s'est appelé au départ du punk à l'électro, parce qu'il a fondé un label de musique électronique et il a adoré la musique. Ensuite, ça s'est appelé LSD parce qu'il s'appelle Lionel Stéphane Dulex, donc c'était parfait pour la drogue. Et après, je me suis dit non, c'est pas un texte vraiment sur la drogue, mais sur l'identité. Et comme sa maman lui disait on ne dit pas je, ma maman me disait on ne dit pas moi je, mais ne pas dire je, ça me semblait très difficile. Alors je me suis dit voilà, c'est le titre. Donc ça, c'est un de vos livres que vous avez écrit avant Le Beau Monde. Oui, c'est mon 3e ouvrage. Très bien, intéressant aussi. Qui est votre premier lecteur? Alors, j'ai pas de premier lecteur, mais j'ai une première lecture. Après, je me fais relire énormément par plein de gens. Je dis toujours, quand j'anime mes ateliers d'écriture, qu'il faut lire les autres auteurs, se relire et ensuite se faire relire. Mais pour moi, la première lecture, c'est une lecture que je fais in extenso à quelqu'un à haute voix. Parce que quand on écrit, on modifie beaucoup de choses, on déplace plein d'extraits de texte, on a toutes les versions en tête. Donc on ne se rend plus compte de comment le lecteur va découvrir le texte. Donc c'est très important de pouvoir avoir une idée de comment le texte est perçu une fois qu'on a tout modifié. Et quand on le lit à quelqu'un, alors évidemment c'est intéressant d'avoir l'avis de l'autre personne, mais en le lisant je me dis ah mais c'est pas clair ça, ou ça je l'ai déjà dit, donc il y a déjà eu cette émotion là, ou je me répète, ou c'est ennuyeux. Et ça c'est très utile. Simplement au moment où je l'énonce à haute voix, si je rougis je me dis ça y est, c'était une bourde, c'est vraiment un passage qui doit sauter. C'est une autocritique, carrément. Absolument. Et après, évidemment, l'avis de l'autre me sera très utile. Mais de le lire à haute voix, je sais exactement ce que l'autre sait, ce qu'il a pu comprendre. En tout cas, j'ai une bonne idée de cela. Alors que sinon, au bout d'un moment, on n'est plus sous le charme de notre texte.
on voit plus ce qui est audacieux, on voit pas ce qui se répète, et on voit pas qu'il y a des passages qui ont sauté et qui étaient nécessaires à la compréhension. Est-ce qu'on peut parler de musique d'un texte? Alors oui, bien sûr, oui. Alors moi, c'est vraiment la musicalité, pour moi, est fondamentale. Pas forcément que ça soit esthétique, parfois ça peut être déplaisant, mais qui est un rythme, quelque chose, une langue, c'est évident, oui. Pourriez-vous nous lire un petit extrait de votre livre, Le Beau Monde, Volontiers. s'il vous plaît? Alors, je vais lire un passage qui se situe vers la fin, où l'ambiance est un petit peu tournée, on va dire. Soudain, une idée horrible naquit dans les consciences. Il s'agissait peut-être d'une vengeance. Certains songèrent aux 10 petits nègres, et d'autres à Carrie, le film de De Palma, et à sa scène de bal de fin d'année sanglant. Des images terrifiantes dansaient dans les esprits. On se rasséréna en songeant qu'à la différence de ces deux fictions, rien n'entravait notre fuite. On pouvait partir quand on le voudrait. Néanmoins, un lien invisible nous retenait et nous unissait les uns aux autres. On se dit que c'était certainement la culpabilité de n'avoir pas été très reconnaissants ni très loyaux vis-à-vis de Louise qui faisait naître ces pensées macabres dans des cerveaux désormais plus très nets. Mais après tout, elle aurait dû se déplacer si elle avait voulu s'épargner ce procès in absentia. Quand on n'avait rien à se reprocher, on venait de donner sa version des faits. Perdre par contumace était le sort de ceux qui se savaient trop coupables pour être défendus et échapper à la sanction. Un innocent avait une seule envie, que l'on comprit qu'il était victime d'un terrible malentendu. Tout le monde voulait que la vérité fût rétablie au grand jour. Il n'y avait que les criminels et les assassins pour préférer l'ombre et le silence. Aucun des discours dénigrants n'aurait été prononcé si elle avait été présente. Non, vraiment, c'était sa faute, elle l'avait cherché. Angoissés, on se rapprocha les uns des autres. La fatigue se faisant sentir, on commença à avoir froid. Certains claquaient des dents, d'autres tremblaient. Tous affichaient un air las. Des plaids commandés à l'avance par Louis furent proposés. Cela réconforta pendant un instant, puis ébahi par tant de prévenance, on se souvint des Indiens d'Amérique du Nord, succombant comme des chiens, après avoir été contaminés aux moyens de couverture. Cependant, trop exténués pour se méfier davantage, on les accepta quand même. Finalement, très abstraite, la peur de mourir parut moins forte que l'envie de savoir pourquoi on craignait tant que Louise ne se vengeât. Après tout, on allait tous mourir un jour. Autant quitter cette terre en ayant compris quelque chose. Et intuitivement, on sentait que, dans la résolution de l'énigme de cette soirée, un peu du sens global de l'existence nous serait révélé. Merci Laure. Merci beaucoup à vous, Anne-Noël. Alors pour terminer, je reviens. Si je vous dis stylo, papier, stylo, crayon ou ordinateur? Alors, stylo, j'écris généralement au stylo. Alors, stylo noir, à l'encre noire, je suis un peu maniaque. Quand je lis, j'annote les ouvrages au crayon. J'arrive pas à lire sans avoir un crayon à la main. C'est vraiment idiot. Hein. Vraiment. Et puis sinon, j'écris à l'ordinateur parce que j'aime la clarté. J'ai l'impression que c'est déjà en voie de publication. Donc, ça me permet d'être extrêmement sévère avec mon texte. La nuit favorise le calme, le silence. Et parfois, à ces moments-là, l'esprit divague et trouve de bonnes idées ou de grosses angoisses. Qu'il faut noter tout de suite. Il faut noter tout de suite. Même les grosses angoisses, parfois, on peut les donner aux personnages. Ça nous débarrasse, c'est pas mal. C'est pas mal. Merci Laure Mion-Creuset. Merci infiniment, Anne-Noël. À bientôt. À volontiers, à bientôt, oui.